Alors, cette fonction nombre d'occurrences demande en entrée de paramètres le nom de la liste ainsi que la désignation du produit que je souhaite rechercher. Alors, voilà le compteur i qui est égal à 0, dans lequel je vais mettre le nombre total du nombre d'occurrences de la désignation. Alors, si la liste est vide, dans ce cas-là, le nombre d'occurrences, donc si la liste est vide, donc le nombre d'occurrences est égal à 0. Dans le cas contraire, si la liste n'est pas vide, donc je dois rechercher dans toute la liste tous les produits qui ont la même désignation. Alors, pour ce faire, je vais utiliser la fonction rechercher produit par désignation. OK? Rechercher produit par désignation. Alors, cette fonction, elle va me retourner l'adresse mémoire du produit si sa désignation est égale à la désignation recherchée par l'utilisateur. Par exemple, si je recherche la désignation par exemple, du produit 4, donc dans ce cas-là, cette fonction va me retourner l'adresse de ce produit. D'accord? Dans ce cas-là, je vais le mettre dans liste. Donc, il va être différent de nul et je vais le mettre dans liste. Donc, ça veut dire que j'ai trouvé un produit qui porte la même désignation. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais incrémenter liste. Donc, liste va passer au deuxième élément, ou bien au deuxième produit, et je vais incrémenter le i. C'est-à-dire, maintenant, j'ai trouvé un premier produit qui porte la désignation recherchée. D'accord? Maintenant, je suis là. Je vais encore une fois continuer la recherche. D'accord? Je vais continuer à partir du produit 7. Donc là aussi, je vais rechercher, est-ce que la désignation du produit est égale à 4? Non. Je vais incrémenter, je suis là. Est-ce qu'il est égal à 4? Oui. Donc qu'est-ce que je vais faire là? Je vais mettre l'adresse de 4, je vais la mettre dans liste. Donc le rôle d'écraser à chaque fois l'adresse de liste pour ne pas, par exemple, si je ne fais pas l'écrasement de la liste, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais toujours reprendre la recherche à partir du début. OK? Lorsque je fais l'écrasement de la valeur de la liste, dans ce cas-là, je continue la recherche. Je ne vais pas compter des éléments que j'ai déjà trouvés auparavant. D'accord? Donc là, j'ai trouvé le 4. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre l'adresse de 4 du deuxième 4, je vais la mettre dans liste. Je vais incrémenter la liste, il va venir sur le 2, et je vais incrémenter le i. Maintenant, i égale à 2. D'accord? Encore une fois, je vais continuer la recherche à partir de 2. Donc là, 2, il est différent. Je vais passer ici à nul. Donc là, dans la fonction de recherche par désignation, je vais arrêter la recherche si temp est égal à nul. Parce que si temp est égal à nul, je vais retourner nul. Parce que je n'ai pas trouvé un produit. Donc à partir de 2, je vais venir ici. Je suis arrivé à nul, donc je vais arrêter la boucle. Bien, je vais sortir de la boucle et je vais afficher le i, qui est égal à 2. D'accord? Il y a une remarque, il y a l'enregistrement des réunions dans Google Meet. D'accord, donc après la session, je vais utiliser Google Meet. D'accord, merci mademoiselle. Monsieur, je ne sais pas, Saad Farah, je ne sais pas si c'est un monsieur ou bien c'est une demoiselle. D'accord. Alors, est-ce que vous avez compris le principe? D'accord, monsieur, merci beaucoup. Alors, pour le nombre d'occurrences, donc, il faut d'abord initialiser une variable i, dans laquelle je vais mettre le nombre total le nombre total des produits qui portent la même désignation. Si la liste est vide, je retourne nul. Si la liste n'est pas vide, je vais utiliser la fonction rechercher produit par désignation qui retourne l'adresse du produit qui a la même désignation recherchée. D'accord? Et si je la trouve, donc je vais incrémenter le i, je vais incrémenter l'adresse de liste, donc je vais passer à suivant. Comme ça, je vais pas trouver ou bien afficher le même produit plusieurs fois. Okay? Donc le rôle de l'écrasement de cette valeur de liste, c'est pour ne pas traiter le même produit deux fois, ne pas le compter en double. D'accord? C'est ça l'idée derrière l'écrasement et l'incrémentation. Voilà. Alors maintenant, on va passer pour le menu.
donc le menu dans lequel j'ai en paramètre d'entrée l'adresse du premier élément de la liste. OK. Ensuite, je vais avoir une variable A, donc c'est pour le menu, pour le choix saisi c'est le choix de l'utilisateur, est-ce qu'il souhaite faire l'ajout en tête, à la fin, etc. Puis la désignation du produit que l'utilisateur souhaite rechercher. D'accord. Ensuite, voilà le menu, donc les différents choix. Tant que le A est différent de 8, je vais supposer que le 8 c'est pour sortir du menu. Donc le 1 c'est pour ajouter en tête, 2 pour ajouter à la fin, 3 pour afficher, 4 pour rechercher par référence, le 5 c'est pour supprimer un produit de la liste, 6 c'est pour modifier les informations, 7 pour calculer le nombre d'occurrences de la désignation d'un produit et 8 pour sortir du menu. D'accord? Donc voilà les différents choix euh, qui se présentent à l'utilisateur. Donc si l'utilisateur va taper par exemple 1 ou bien 2 ou autre, voilà les différents choix. Donc case 1, donc je vais utiliser la fonction ajouter en tête qui demande en entrée le nom de la liste. C'est ma liste. Voilà, c'est le paramètre d'entrée, ma liste. Donc là, vous pouvez mettre n'importe quoi. Ma liste, liste, L. Donc le nom de la liste, c'est donc vous revient. Vous pouvez choisir n'importe quel nom. D'accord? Donc j'ai ici ma liste. Et là, la fonction ajouter en tête retourne l'adresse du premier élément de la liste. Donc je dois écraser ma liste. D'accord? Donc, l'image Dolbel, il faut faire attention aux paramètres d'entrée des fonctions et aux paramètres de sortie aussi. Donc là, pour ajouter en tête, vous avez le nom de la liste et à la fin, ou bien à la valeur de retour de ajouter en tête, vous avez la nouvelle tête de la liste. D'accord? C'est pour cette raison, lorsque je vais faire l'appel de la fonction ajouter en tête, donc là, je dois affecter la valeur de retour de ajouter en tête, je dois l'affecter à ma liste. OK? Comme ça, ma liste, elle va être mise à jour. D'accord? Parce que si j'ai ajouté, bien sûr, si j'ai ajouté en tête, dans ce cas-là, la tête a changé. D'accord? Donc, je dois sauvegarder l'adresse de la nouvelle tête de la liste. D'accord? Donc, essayez toujours de faire attention lorsque vous faites l'appel des fonctions. Mais regardez si vous avez des paramètres d'entrée, ils doivent être du même type, ainsi que les valeurs de retour doivent être du même type. D'accord? De la même manière, pour ajouter enfin, donc j'ai la liste en paramètres d'entrée. C'est dans cette liste que je vais ajouter un nouveau élément à la fin. Et là, je vais écraser la tête de la liste. Parce que si, par exemple, si j'ai une liste qui est vide, donc là, je vais créer une nouvelle liste. Okay? La liste devrait changer. Sa tête devrait changer. Donc c'est pour cette raison, je vais affecter la valeur de ajouter enfin à ma liste. Il y a afficher tout, donc c'est une procédure qui demande en entrée le nom de la liste et elle ne retourne rien. D'accord? Ensuite, il y a rechercher par référence et affiche, donc celle-là, c'est une procédure. Elle va rechercher une référence d'un produit et elle va afficher toutes ces informations. D'accord? Ensuite, pour le 5, il y a supprimer. Donc, dans la suppression, donc je vais donner le nom de la liste et elle va me retourner la liste après avoir supprimé un produit. Donc, avec le produit, il peut être au début, au milieu ou bien à la fin. D'accord? Donc, celle-là pour supprimer, elle aussi est là en paramètre d'entrée une variable de type produit étoile, c'est-à-dire un pointeur sur un produit, et elle retourne une variable de type pointeur sur un produit. Donc, essayez toujours de faire attention aux paramètres d'entrée, au type de variable de paramètres d'entrée et des paramètres de sortie. Ensuite, il y a la modification. Donc, elle demande elle aussi le nom de la liste, l'adresse du premier élément de la liste et la liste après modification. D'accord? Ensuite, pour le calcul du nombre d'occurrences, donc là, je vais, pour les paramètres d'entrée, j'ai la liste et la désignation que je souhaite rechercher. Donc celle-là, c'est un paramètre d'entrée, donc je dois le lire avant. D'accord? Donc cette fonction demande le nom de la liste ainsi que la désignation. Donc cette désignation, je dois demander à l'utilisateur de me donner quel est le nom du produit qu'il souhaite rechercher. D'accord? Donc avec printf, entrer la désignation du produit, scanf
je vais lire, je vais la mettre dans la variable design. Et puis, je vais rechercher avec la fonction nombre d'occurrences. Alors, cette fonction, elle va me rechercher combien de fois la désignation se répète dans la liste et elle va mettre le résultat dans la variable n. D'accord? Et puis, je vais afficher la valeur de n. D'accord? Donc, voilà en gros. Et pour le programme principal, donc je vais déclarer une variable ma liste de type produit, pointeur sur un produit. Je vais initialiser ma liste à nul. Donc, liste, elle est vide au début. Je vais l'initialiser à nul. Et puis, je vais appeler le menu. D'accord? Alors, juste pour le nom de la liste, vous pouvez la nommer comme vous voulez. Vous pouvez garder le nom de liste qu'on a utilisé dans les différentes fonctions. Vous pouvez mettre elle si vous voulez. Vous pouvez mettre ma liste ou bien vous pouvez mettre n'importe quel nom. D'accord? Donc, c'est un choix. Donc, vous pouvez utiliser le nom que vous voulez. Alors, une question. On peut faire temp à la place de liste dans la fonction nombre occurrence. Nombre d'occurrences. Est-ce qu'on peut faire temp à la place de liste? Oui, oui, c'est possible. Oui, c'est possible, mademoiselle. Donc, là où il y a liste, vous pouvez faire temp. D'accord? Ce n'est pas un problème. Mais le contraire, c'est lui qui pose problème. À la place de temp, vous mettez liste, c'est ça qui peut poser problème. D'accord? Alors là, on va voir ensemble la solution. Donc, pour le programme, alors l'exercice 2 du TP8. Donc, voilà la déclaration de la structure d'un produit, la référence, désignation, prix d'achat, prix de vente. Donc, vous pouvez mettre les deux variables dans la même ligne. D'accord? C'est juste aussi. Et voilà le suivant. Ensuite, pour ajouter en tête, donc la déclaration, l'allocation de la mémoire, si la liste est vide, je vais lire la référence, chercher si cette référence existe dans la liste, parce que la référence doit être unique, d'accord? Alors, si la liste, ou bien si la référence n'existe pas dans la liste, dans ce cas-là, c'est bon, je peux ajouter ce nouveau produit. Et avant de l'ajouter, bien sûr, je dois lire la désignation, le prix d'achat, le prix de vente, et puis l'attacher au début de la liste, nouveau, suivant, reçoit liste, et puis retourner le début de la liste. Pour ajouter enfin, donc c'est le même principe, je vais déclarer nouveau, je vais lui allouer la mémoire. Si la liste est vide, je vais afficher un message, je vais lire la référence, d'accord? Puis je vais rechercher si cette référence existe dans la liste, parce que si elle existe, je ne peux pas l'ajouter. Alors si elle n'existe pas, je vais lire la désignation, le prix d'achat, le prix de vente, je vais mettre le suivant de ce nouveau va être égal à nul. Après, si la liste est vide, je vais retourner nouveau. Si la liste n'est pas vide, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher le dernier élément de la liste. Donc, je vais utiliser une nouvelle variable temporaire temp E pour rechercher le dernier élément de la liste. Lorsque je le trouve, dans ce cas-là, je vais mettre temp E suivant, va être nouveau. D'accord? Je vais rattacher le dernier élément de la liste avec le nouveau produit et je vais retourner le début de la liste. D'accord? Pour l'affichage aussi, donc je vais parcourir la liste. Comme a dit votre collègue, je peux soit utiliser temp ou bien utiliser liste directement, ce n'est pas un problème, du moment que la procédure ne retourne pas produit, ok? Puisqu'elle ne retourne pas à produit étoile, donc je peux mettre temp ou bien liste, c'est la même chose. Donc si la liste est vide, je vais afficher un message que la liste est vide. Sinon, si la liste n'est pas vide, je vais parcourir les différents éléments. OK? Et puis, je vais afficher la référence, la désignation, le prix d'achat, le prix de vente de chaque produit de la liste. Et je vais maintenant passer, bien sûr, lorsque j'affiche les informations d'un produit, je vais passer au produit suivant jusqu'à ce que j'arrive à la fin, temp égale à nul. Ensuite, la recherche par référence et affiche. Donc, je vais demander à l'utilisateur de me donner la référence du produit qu'il souhaite rechercher. Je vais la mettre dans la variable A. Et là aussi, je vais faire la recherche. D'accord? Donc là aussi, puisque j'ai void, donc je peux soit utiliser temp, soit list. Ce n'est pas un problème. D'accord? Alors, je vais utiliser par exemple temp, que je vais initialiser au début de la liste. Donc, tant que je n'ai pas encore trouvé un produit qui porte cette référence, je vais incrémenter jusqu'à ce que j'arrive à ce produit ou bien j'arrive à la fin. Donc, si j'arrive à la fin et je n'ai pas trouvé le produit recherché ou bien la référence recherchée, je vais afficher un message pour dire que le produit n'existe pas. Et je vais sortir.
Sinon, donc si le produit existe, ou bien si je trouve un produit dont la référence est égale à A, donc là c'est bon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher ces différentes informations, c'est-à-dire la référence, désignation, prix d'achat et le prix de vente. Ensuite, il y a la suppression. Donc pour supprimer un produit, comme on l'a dit, donc si la liste est vide, donc on n'a pas on ne va rien supprimer. Sinon, si la liste n'est pas vide, je vais demander à l'utilisateur de me donner la référence du produit qu'il souhaite supprimer, puis je vais rechercher ce produit-là. OK? Donc, si je trouve, je vais le trouver dans temp, ou bien je vais le mettre dans temp. Donc, si je le trouve, si temp est égal à A, si temp bref est égal à A, donc je vais dire que le produit va être supprimé. Si ce produit-là se trouve au début de la liste, c'est bon, donc je vais mettre le début de la liste, ça sera le suivant. D'accord? Sinon, s'il se trouve au milieu, dans ce cas-là, comme vous vous rappelez, je vais essayer de rechercher l'élément qui se trouve avant l'élément que je souhaite supprimer. Dans ce cas, je vais utiliser une deuxième variable temporaire, temp2, et puis, tant que temp2 suivant est différent de temp pour l'élément que je souhaite supprimer, donc je vais chercher l'élément qui vient avant. Si je trouve l'élément qui vient avant, donc je vais rattacher l'élément qui vient avant avec l'élément qui vient après, parce que je vais supprimer temp. Donc ça va donner temp2 suivant va être égal à temp suivant. Et finalement, je vais libérer temp et retourner la liste. D'accord? Donc si temp est égal à nul, donc si j'arrive à la fin de la liste et je n'ai pas trouvé cette référence, je vais dire que la référence n'existe pas. OK? Et là, il n'y a aucun produit à supprimer. Vous devez ajouter un tas. C'est dans le cas où la liste est vide. D'accord? Alors, il y a une question. Pourquoi on fait liste égale à liste suivante dans la fonction calculer occurrence? Lorsqu'on va arriver à la fonction occurrence, je vais l'expliquer. D'accord? Alors maintenant, on va passer à modifier. Donc pour modifier, si la liste est vide, donc je n'ai rien à modifier. Sinon, si la liste n'est pas vide, donc je vais demander à l'utilisateur de me donner la référence qu'il souhaite modifier et je vais faire la recherche. D'accord? Donc si je trouve la référence que je souhaite rechercher, c'est bon. Si je ne la trouve pas, je vais dire que la référence n'existe pas. Alors si elle existe, donc là, je vais lui demander de me donner la référence du produit avec laquelle il souhaite faire la modification. Parce que la nouvelle référence ne devrait pas, elle aussi, exister déjà dans la liste. Donc, si cette référence n'existe pas déjà dans la liste, OK, s'il n'existe pas déjà dans la liste, alors, si elle existe dans la liste, donc je vais dire qu'elle concerne un autre produit. Si elle n'existe pas, dans ce cas-là, je vais affecter la nouvelle référence à référence de temp. Je vais lire la désignation, le prix d'achat et le prix de vente. Et je vais retourner la liste à la fin. Et puis, il y a la recherche du produit par désignation. Donc là, j'ai en paramètre d'entrée la liste et la désignation, c'est-à-dire le nom du produit. Donc, tant que je ne suis pas arrivée à la fin de la liste, donc je vais faire la comparaison entre la désignation que l'utilisateur a saisie et les désignations du produit qui se trouve dans la liste. Donc, temp, ça veut dire tous les éléments de la liste. Si je trouve un produit qui a la même désignation, donc là, je vais retourner son adresse et je vais passer à suivre. Si j'arrive à la fin de la liste et je n'ai pas trouvé la désignation recherchée, dans ce cas-là, je vais retourner nul. D'accord? Alors maintenant, voilà la fonction de nombre d'occurrences. D'accord? Donc là, si la liste est vide, donc je vais retourner nul. D'accord? Sinon, donc si la liste n'est pas vide, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, alors si la liste n'est pas vide, donc je vais appeler la fonction rechercher produit par désignation. Donc, je vais rechercher le produit. S'il existe, donc je vais récupérer son adresse mémoire. OK? Et je vais passer à suivant. Donc, donc la question de votre collègue, pourquoi je vais utiliser liste suivant? Parce que si je ne fais pas liste suivant, je vais continuer la recherche à partir de l'adresse de l'élément dont la désignation est égale à la désignation recherchée. Donc, voilà. Donc, si je ne fais pas
liste reçoit liste suivante. Par exemple, j'ai trouvé 4 et là, c'est le produit que je recherche. Si je ne fais pas suivant, je vais refaire la recherche à partir de cette position, à partir de ce produit. Et dans ce cas-là, je vais tomber sur le 4 une deuxième fois. Encore une fois, si je ne fais pas suivant, je vais continuer, bien poursuivre la recherche à partir de 4. Et là aussi, je vais le rencontrer pour la troisième fois. Donc, pour éviter de calculer le nombre de produits plusieurs fois, il est obligatoire de faire liste reçoit liste suivant. Pour pouvoir, maintenant, lorsque j'ai trouvé 4 est égal, donc le produit que je recherche est égal à 4, donc je vais poursuivre la recherche à partir de 7. Donc, même 7, à la fin, je vais faire la recherche. Je vais oublier le 4 que j'ai déjà trouvé. Parce que si je refais la recherche à partir du 4, je vais calculer le produit plusieurs fois. D'accord? Donc, je pense que c'est clair. Donc, liste suivante, son rôle, c'est quoi? C'est de poursuivre la recherche à partir de l'élément suivant. Je ne vais pas traiter la liste à partir du même élément parce que je vais le compter plusieurs fois. D'accord? Donc là, je vais incrémenter liste, je vais incrémenter le i++, c'est-à-dire le compteur. Et finalement, si j'arrive à la fin de la liste, je vais retourner le i. Donc voilà le menu, donc comme on l'a vu, et voilà le mail. Maintenant pour l'exécution, donc là l'exercice s'appelle exercice 2 TP8, exercice 2 TP8, voilà. Voilà le menu. Donc, ajouter un produit en tête, ajouter un produit à la fin, afficher tous les produits, rechercher un produit par référence, supprimer un produit de la liste, modifier les informations, le nombre d'occurrences, et puis sortir du menu. Voilà, je vais choisir par exemple, ajouter au début. Pour la référence, je vais mettre 1, le nom A, le prix d'achat 10, prix de vente 11. OK? Je vais ajouter, par exemple, au début, encore une fois. Alors, encore une fois, je vais ajouter au début. Donc, je vais mettre le produit dont la référence est égale à 0. OK? Pour donner la désignation, je vais mettre O, par exemple. Et puis, le prix d'achat, 0. Prix de vente, 0. C'est juste un exemple. OK? Maintenant, je vais ajouter à la fin. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai ajouté 1 au début. Et puis, j'ai ajouté 0 au début. Et maintenant, je vais ajouter à la fin. Donc, ajouter à la fin, c'est 2. La désignation, bien la référence, c'est 2. OK? Et puis, la désignation, je vais mettre B. Prix d'achat, 20. Prix de vente, 22, par exemple. Maintenant, je vais afficher. Alors, pour l'affichage, qu'est-ce qu'il va me donner? Essayez de m'écrire les réponses, si vous voulez. Alors, quel est le produit qui va être affiché au début? Est-ce que c'est le O, le 0, le 1 ou le 2? Voilà. Donc, si je souhaite faire l'affichage, donc je vais choisir 3. OK. Voilà. Donc, au début, il m'a affiché le produit qui a la référence 0. OK. Puis, il a affiché le produit qui a la référence 1. Et finalement, il a affiché le produit qui a la référence 2. OK. Alors, après, je souhaite faire une recherche par référence. Donc, je vais mettre le 4. Par exemple, je souhaite rechercher la référence A, qui se trouve au milieu. OK. Je vais mettre le deuxième. Voilà, le deuxième produit. Donc, je clique.
il va m'afficher toutes ces informations. Maintenant, je vais chercher un produit qui n'existe pas. Par exemple, je vais entrer le 9, un produit qui n'existe pas. Donc là, la référence du produit que vous affichez, que vous voulez afficher n'existe pas. Voilà. Ensuite, il y a la modification. Je vais mettre modifier. La référence du produit que je souhaite modifier, par exemple, le 2. OK, je vais modifier le 2. Je vais essayer de la modifier par une référence qui existe déjà dans la liste. Par exemple, je souhaite la remplacer par 1. OK? Alors, 1 concerne un autre produit. Normalement, il devrait refuser. Donc, il va me dire cette référence concerne un autre produit. D'accord? Je vais reprendre 6. Maintenant, je vais donner des informations valides. Je vais modifier le produit qui a la référence 2 par la référence, par exemple, 3. OK? Maintenant, il va me demander d'entrer les informations qui restent. La désignation, par exemple, je vais mettre C, prix d'achat 30 et le prix de vente 33. Si j'affiche 3, voilà, regardez le dernier produit. Donc, j'ai remplacé la référence du produit 2 par 3. J'ai changé aussi le nom, le prix d'achat et le prix de vente. D'accord? Alors maintenant, je vais ajouter un autre produit. Je vais ajouter un autre produit pour utiliser le nombre d'occurrences. OK? Je vais ajouter un autre produit. Par exemple, ajouter au début, maintenant, bien à la fin. 2, ajouter à la fin. Je vais mettre, par exemple, le produit 4, la désignation 4. Et puis, je vais ajouter la désignation, je vais faire une répétition. Par exemple, je vais ajouter la référence O, ou bien la désignation O. Donc, deux produits, le produit 0 et le produit 4, ont la même désignation. C'est 3O. Et pour le prix, je vais mettre 40 et le prix de vente 44. Je vais afficher pour voir. Donc, voilà le premier produit 0, 1, 3 et 4. OK. Et maintenant, je vais rechercher le nombre d'occurrences pour le 7. OK. Donc, je vais chercher quoi? 3O. Voilà. Donc, regardez, pour le nombre d'occurrences est égal à 2. Donc, pour la chaîne O, désignation O, existe 2 fois dans la liste. Maintenant, on va passer pour la suppression. J'ai laissé la suppression pour la fin pour travailler sur une liste plus grande. Donc, voilà le 4. Donc, je vais essayer de supprimer un élément qui n'existe pas. Donc là, la référence. Je vais entrer par exemple la référence 5 qui n'existe pas. Donc là, la référence du produit que vous voulez afficher n'existe pas. Si maintenant je vais supprimer par exemple un produit au milieu, par exemple je vais supprimer le 3, il se trouve au milieu. Donc là, je vais mettre 3. Voilà, ce produit va être supprimé. Et si j'affiche avec le 3, voilà, regardez, j'ai le produit 0, produit 1 et le produit 4. Le 3 a été supprimé. D'accord? Donc, c'est ça le traitement réalisé par notre programme. D'accord? Donc là, je vais passer directement. Peut-être on n'aura pas besoin de faire une autre session. Donc là, pour l'exercice numéro 1 du TP9, donc on parle des listes ou bien des arbres binaires de recherche. Donc pour l'énoncé, si vous vous rappelez, donc on utilise une structure nœud qui contient une valeur, un entier, deux fils droit et gauche, OK, de type pointeur. Et puis dans l'exercice, on nous demande de créer la fonction initialisée. Puis on nous demande de créer un nœud, puis d'ajouter un nœud à la racine de l'arbre, puis faire les différents affichages, préfixe, infixe et postfixe. Aussi, on nous demande de faire l'affichage des différents nœuds de l'arbre en utilisant la version itérative et la version récursive. Et puis, il y a une fonction que vous n'avez pas vue, que nous n'avons pas vue dans le cours, c'est l'enregistrement des nœuds de l'arbre dans un fichier.
Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? En fait, toutes les fonctions existent déjà dans le cours. Donc, si vous pouvez revenir à la vidéo du cours que je vous ai déjà enregistrée, donc vous allez trouver que les mêmes fonctions, vous allez les décrire telles qu'elles sont. Donc, la seule fonction qui peut vous poser un problème, c'est la fonction d'enregistrement des nœuds des nœuds de l'arbre dans un fichier. Et pour cette raison, je vous ai écrit la fonction de l'enregistrement des nœuds de l'arbre dans un fichier. Et là, j'ai utilisé un parcours préfixe, c'est-à-dire j'ai parcouru les nœuds de l'arbre avec le parcours préfixe, et à chaque fois que je vais lire un nœud, je vais l'enregistrer dans l'arbre. D'accord? Donc voilà la fonction, ou bien la procédure qui s'appelle enregistrer arbre, qui demande en entrée deux paramètres. Il y a le nom du fichier et il y a la racine de l'arbre. J'ai deux paramètres en entrée seulement. Le nom du fichier dans lequel je vais écrire et la racine de l'arbre, c'est-à-dire la racine de l'arbre que je souhaite écrire dans le fichier. D'accord? Alors au début, je vais voir si la racine est égale à nul. Alors si la racine est égale à nul, cela veut dire que l'arbre est vide. Donc je ne vais pas écrire, je ne vais rien écrire dans le fichier. C'est pour cette raison que je vais sortir. Sinon, donc si la racine est différente de nul, cela veut dire que l'arbre contient des nœuds, donc elle contient des informations. Et dans ce cas-là, je vais écrire les différents nœuds dans le fichier. D'accord? Donc pour le faire, donc vous allez voir le même, c'est-à-dire la procédure de affiche préfixe est la même, elle est appliquée, elle est appliquée de la même manière. Et au lieu de faire printf, on va faire fprintf. D'accord? C'est la même chose. Donc fprintf, c'est pour écrire dans le fichier, et printf, c'est pour afficher sur l'écran. OK? Sur la console. Donc avec fprintf, je vais écrire dans le fichier. Donc là, elle demande trois paramètres pour la fonction fprintf. J'ai le nom du fichier, j'ai le type de la valeur que je souhaite écrire et j'ai la valeur de la racine. OK? Je vais afficher, donc là, je vais afficher la racine de l'arbre. Je vais l'écrire dans le fichier. Et puis, je vais faire un appel récursif. Rechercher, bien enregistrer arbre. Regardez, enregistrer arbre. Et puis là, enregistrer arbre. Je vais appeler récursivement la fonction, bien la procédure avec le fils gauche et après avec le fils droit. D'accord? Donc, avec l'affichage préfixe, donc si vous vous rappelez, on fait printf, on affiche la valeur, puis on fait parcours préfixe avec la racine gauche et parcours préfixe avec le fils droit. OK? Et on fait maintenant la même chose. Lorsqu'on fait l'enregistrement des nœuds d'un arbre, donc on a le fichier et on a la racine de l'arbre. OK? Si la racine est égale à nul, on va sortir. Sinon, on va écrire dans le fichier la valeur de la racine et on va faire l'appel récursif avec enregistrer arbre. On va le faire avec le fils gauche et après, on va le faire avec le fils droit. OK? Et maintenant, pour l'appel de cette fonction dans le menu, donc là, si la racine est égale à nul, on va dire que l'arbre est vide. Sinon, si la racine est différente de nul, dans ce cas-là, on va demander à l'utilisateur de nous donner le nom du fichier. OK? Puis on va le lire. Puis on va ouvrir le fichier en mode écriture parce qu'on souhaite écrire dans le fichier. Donc voilà le pointeur fichier. Et puis on va appeler la fonction enregistrer arbre avec le nom du fichier et la racine de l'arbre. OK? Donc c'est ça le traitement qu'on va appliquer. Donc c'est la seule fonction qui peut vous poser un problème. Pour les autres, toutes les autres fonctions, vous les avez tous dans le cours et vous avez leur explication dans une vidéo précédente. D'accord? Alors maintenant pour l'exécution, voilà notre programme. Donc voilà le nœud, la structure du nœud. J'ai la valeur, j'ai le fils gauche, fils droit. Pour créer un nœud, je vais le déclarer, lui allouer la mémoire, mettre la valeur n dans la valeur fils gauche nul, droit nul et puis retourner le nœud. Pour ajouter le nœud de manière récursive, donc si la racine
Donc, si l'arbre est vide, donc je vais retourner nouveau. Si l'arbre n'est pas vide, je vais rechercher sa position. Donc, si la valeur existe déjà dans l'arbre, donc je ne vais pas l'ajouter. Si elle n'existe pas, donc je vais voir, est-ce que je vais chercher dans la partie gauche de l'arbre ou bien dans la partie droite de l'arbre. C'est-à-dire, je vais garder un ordre déterminé pour les différents nœuds de l'arborescence. OK? Après, il y a le parcours ou bien affiche un fixe. Donc, j'affiche d'abord le fils gauche, puis le nœud en cours et finalement le fils droit. D'accord? C'est l'appel récursif. Pour le affiche préfixe, donc je vais afficher d'abord la valeur du nœud, puis le fils gauche, puis le fils droit. Et pour le postfixe, je fais l'appel récursif du fils gauche, l'appel récursif du fils droit, et après j'affiche la valeur du nœud racine. Pour la recherche, donc il y a deux types de recherche, la recherche itérative et la recherche récursive. D'accord? Voilà l'enregistrement de l'arbre, comme on l'a vu tout à l'heure. Et pour le menu, voilà, j'ai plusieurs choix. J'ai 9 pour sortir, donc de 1 jusqu'à 8, il y a toujours des traitements pour ajouter le nœud de l'arbre, afficher préfixe, infixe, afficher postfixe, rechercher itérativement, rechercher récursivement, enregistrer les nœuds dans l'arbre et 9 pour sortir. D'accord? Donc, selon le choix de l'utilisateur, je vais faire l'appel de la fonction en question. D'accord? Et finalement, dans le menu, donc je vais déclarer la variable racine, l'initialiser à nul, et puis je vais appeler le menu. Voilà la compilation et voilà l'exécution.